dimanche. Trois sujets qui vont meubler notre émission de ce jour. La visite du ministre de la Défense à Kidal. Nous allons également parler du dialogue intermalien dont le projet est en phase de finalisation. Et puis si le temps le permet, cette tribune d'intellectuels maliens appelant à la République et à la démocratie. Ce sont des sujets qui vont être abordés par nos invités. Monsieur Aboubakar Ba, il est chercheur au Centre d'analyse sur la gouvernance et la sécurité au Sahel. Monsieur Ba, bonsoir. Bonsoir. Voilà, c'est votre première participation au débat du dimanche. Bienvenue. Merci, merci. Voilà. Également sur le plateau, docteur Amadoun Touré, universitaire. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Et le professeur Alou Agouzoum du LAPSODI de l'Institut de pédagogie universitaire. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Voilà, je vous le disais à l'entame de l'émission, le ministre de la Défense et des anciens combattants vient d'effectuer une visite à Kidal, un peu moins de 2 ans après la reconquête de la ville par les forces armées maliennes. Les images, on va les apercevoir. Et sur place, le général de corps d'armée Sadio Kamara s'est rendu compte de la dynamique désormais offensive des FAMA. Après la revue des troupes, le ministre a rendu hommage aux victimes civiles et militaires. Nous l'écoutons ici. Voilà la visite du ministre de la Défense à Kidal que nous allons retrouver tout au long de cette émission. Mais déjà, docteur Touré, ça intervient 2 ans, un tout petit peu moins de 2 ans après la reconquête de Kidal par les forces armées maliennes. Oui, tout à fait. Pour rappel, le ministre l'avait dit, lorsque la ville tombait, il était présent. Donc c'est pour dire que c'est vraiment une visite historique, 10 ans après les événements et 2 ans après la reconquête de la ville. Donc c'est une visite qui, à mon avis, a toute son importance parce que ça marque une étape clé de la reconquête territoriale. Ça marque une étape clé aussi de la souveraineté politique. Donc, toutefois, ce qui n'était pas évident hier était vraiment possible aujourd'hui, que le ministre se rende sur place. Entre autres, cette visite pourrait affirmer la réaffirmation de la souveraineté, l'amélioration de la sécurité, entre autres la cohésion nationale, et aussi mettre les conditions pour le retour effectif de l'administration à Kidal. D'accord. On va peut-être lorgner encore une fois du côté de la réalisation. Ce sont des images qui sont là en off ITV. Certainement que Dami va les retrouver. Mais déjà, voilà, ça c'est un peu l'arrivée du ministre de la Défense à Kidal, accueilli par le gouverneur général Ag Gamou, les préfets, les autorités militaires de la région de Kidal. Voilà une visite, je le disais, qui intervient un peu moins de 2 ans après la reconquête de la ville par les forces armées maliennes. Kidal qui respire donc le Mali ici, la revue de troupes. Et là, on va, juste après cette revue de troupes, écouter le ministre de la Défense, Sadio Kamara, qui s'est recueilli sur la mémoire des victimes civiles et militaires. Général Sadio Kamara, que nous écoutons ici. Je rends grâce à Allah le Tout-Puissant, parce que moi j'ai eu la chance de faire partie de ceux qui ont pu évacuer Kidal le 30 mars 2012. Certains de mes compagnons d'armes n'ont pas eu cette chance. Donc, nous sommes venus pour nous recueillir sur les tombes de nos héros militaires, administrateurs ou civils tombés pour le Mali. Kidal résume à la fois les blessures et l'histoire indomptable du Mali. Nos camarades qui reposent ici, ils ne sont pas vaincus. Leur sang
a nourri notre détermination à combattre le terrorisme et à préserver la souveraineté du Mali. Chaque recueillement ici est un serment renouvelé. Chaque pierre de cette tombe raconte une histoire de courage. Son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, chef de l'État, l'a dit. La main de la République reste tendue, mais le linge sale se lavera en famille. Les problèmes internes du Mali se régleront entre Maliens, suivant l'esprit du dialogue intermalien et la charte de la paix et la réconciliation qui est en cours de finalisation. Voilà, le général de corps d'armée Sadio Kamara à Kidal, interrogé par le confrère de la DIRPA, Sako et l'adjudant-chef Adama, qui nous ont donc donné ces images-là. Professeur Alou Agouzoum, vous venez de suivre le ministre de la Défense. Quel est votre premier commentaire là-dessus, justement? En fait, mon premier commentaire, c'est rappeler le contexte dans lequel cette visite se passe. On le sait, il n'y a pas longtemps, quand on devrait aller dans cette région, il fallait négocier. Il fallait négocier son entrée en tant que ministre. Et cette fois-ci, ce n'est pas le cas. Ça montre que ce n'est pas le cas. Et donc, c'est dans un contexte où Kidal, qui était longtemps hors du contrôle effectif de l'État, aujourd'hui, cela n'est pas le cas. Et le deuxième point, c'est la marque du retour de l'État. On sent la marque de retour de l'État. Et donc, ces deux points-là sont des points très essentiels. Et c'est très encourageant de voir qu'un ministre malien, et surtout ministre de la Défense, peut rentrer à Kidal et sortir sans négocier. Voilà mon commentaire à ce point-là. D'accord, Monsieur Ba, on l'a entendu, le ministre a effleuré le dialogue intermalien. Il a laissé entendre que le linge sale va se laver ici. Ça va être l'objet de notre discussion lorsqu'on va parler de ce dialogue doctrinal. Mais avant d'y arriver, vous, qu'est-ce que vous pensez de cette visite à Kidal? Oui, merci beaucoup, Monsieur Tangara. Je pense que Kidal, franchement, aujourd'hui, est le symbole du pays, entre le nord du pays, c'est-à-dire vers le Maghreb, et puis vers les savanes du Sahel. Kidal, c'est presque 2000 km ou même plus de Bamako. Kidal, c'est toute une région qui comprend trois grandes entités. Il y a ce qu'on appelle le Tilemsi à partir d'une certaine zone. Il y a aussi l'Adrar. Il y a aussi ce qu'on appelle la zone latérale du Tanesma. Donc nous avons des entités qui sont aujourd'hui couvertes par des communautés, les Iforas, les Tagat Malet, les Idnan, les Zimrad, les Arabes, les Kouta. Donc je pense que cette visite, c'est vraiment le Mali, dans toute sa splendeur et dans toute son immensité et dans sa diversité sociale, politique, géographique et topographique. D'accord. Docteur Touré, le ministre, il a rencontré la troupe et le moral, il est au beau fixe. Au-delà de la reconquête, qu'est-ce qui, selon vous, peut être peut-être les défis, les prochains défis par rapport auxquels il faudrait s'attaquer par rapport à une localité comme Kidal? Les défis principaux, défis pourront être notamment la consolidation des acquis. Quand on parle de consolidation des acquis, heureusement, en ce sens-ci, on se réfère un peu au plan d'action gouvernemental, à la nouvelle plateforme opérationnelle d'Ougouko Loko, avec 15 000 hommes, qui a aussi comme objectif principal le retour de l'administration dans des zones à risque, dans les zones où l'administration n'était pas, et renforcer aussi les axes routiers. Donc pour Kidal, le défi premier va être quoi? C'est le retour progressif de l'État, le retour des populations déplacées vers les pays frontaliers et en termes de capitalisation, une relance économique est à souhaiter. Parce que connaissant bien Kidal, il y a l'économie qui joue un poumon, qui est principalement l'activité principale.
Donc il faudrait que l'État pense, en plus du retour de l'administration au fur et à mesure des zones libérées, il faudrait que l'État trouve les voies et moyens pour relancer l'économie locale sur place et consolider surtout les populations qui sont sur place en améliorant les conditions de vie. Et aussi mettant l'accent sur, comme l'a dit le ministre, l'accent sur le dialogue intermalien. C'est-à-dire tous ceux qui ont des difficultés avec l'État, que l'État est là, la main est tendue, tandis que les gens viennent, qui discutent et qu'on mette devant l'État. Donc on n'a pas autre chose que l'État et qui a besoin de tous ses filles, qui a besoin de tous ses fils et ses filles. Professeur, est-ce qu'on peut parler d'humilité par rapport à cette main tendue-là, puisqu'on l'a dit aujourd'hui, les rapports de force par rapport à Kidal a changé. Ce ne sont plus les mouvements terroristes, les groupes à velléité sécessionnistes, c'est l'État, ce sont les forces armées maliennes qui ont le leadership. Mais malgré cette posture offensive, il y a cette main tendue par rapport aux frères, entre guillemets, qui se sont perdus à un moment. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Justement, on aurait pu penser que les ministres allaient rentrer en vainqueur à Kidal avec tous les tapages qu'on peut dire d'un vainqueur, mais effectivement ce n'est pas le cas. On sent vraiment une sorte d'humilité qui mesure l'ampleur de ce qui s'est passé à Kidal, hein, l'ampleur de ce qui s'est passé. Lui-même, il l'a dit. Il dit qu'il était parmi ceux-là qui avaient évacué Kidal en 2012. C'est ce qu'il avait dit. Donc, ça montre toute une émotion. Mais permettez-moi de rappeler quelques sens de cette visite-là, avant de parler effectivement de votre question proprement dite. Un premier point, on l'a vu dès qu'il est arrivé, c'était présenter des hommages à ceux qui ne sont plus. Et il a cité des militaires, il a cité des civils et des administrateurs. Et ça, c'est très important. Parce que pour ce Mali-là, c'est tout le monde. Il y a des militaires qui ont perdu la vie, des civils et des administrateurs également. Le deuxième point, c'est la valorisation de leur sacrifice comme un acte fondateur de la lutte antiterroriste. Et ça, c'est important pour un militaire. Quand on rappelle à un militaire qu'un de ses camarades, et vous voyez, même le ministre l'a rappelé, il s'adresse à ces militaires-là en disant camarades. Quand un de leurs camarades meurt, laisse son sang, on pense que ce sang-là est un acte fondateur d'une autre lutte. C'est très significatif pour les militaires. Et le troisième, c'est l'encouragement des troupes. Vous l'avez dit vous-même dans votre intervention, l'encouragement des troupes. Les gens qui sont à Bamako ne se rendent pas compte combien de fois il est bon qu'un chef puisse rendre visite à ceux qui sont sur le terrain. Même si vous êtes un enseignant, vous êtes dans un village, quand votre chef vous rend visite, vous êtes requinqué. Et à plus forte raison pour un militaire. Donc pour un militaire, ça a tout son sens. Et maintenant, l'humilité se trouve dans les messages que le ministre avait donnés. Rapidement, je vais aller rapidement sur ces messages-là qui montrent cette humilité. Le premier message, c'est le message effectivement qui est adressé aux soldats. Le deuxième, c'est un message de l'unité nationale. Et il sait très bien que l'unité nationale ne peut pas se faire avec cette idée de vainqueur et de vaincu, mais c'est avec cette humilité, bien sûr. Il insiste sur la réconciliation interne, en disant les linges sales se lavera en famille, valorisant ainsi le dialogue intermalien comme voie de résolution de conflits. Et le troisième, c'est la référence à la charte pour la paix et la réconciliation, certainement on va en parler. Il réaffirme l'engagement des autorités dans une approche politique inclusive. Donc il est dans une démarche inclusive, donc c'est normal d'aller avec cette idée d'humilité. Et le quatrième point, c'est l'adresse à la communauté internationale et aux groupes armés. Le général Camara, en invoquant la main tendue du président, envoie un message clair. L'État malien est prêt au dialogue, mais à parler d'une position de force retrouvée. Et la force retrouvée, on la sent. Merci. Monsieur Ba, par rapport au dialogue intermalien, le ministre en a parlé, l'aide sale se laver en famille. Est-ce qu'on peut dire qu'il est mal parti? Parce que ceux avec lesquels ce dialogue est censé se tenir, en tout cas pour ce qui est de Kidal, jusque-là, on ne sent pas, peut-être que nous ne sommes pas encore au courant, il n'y a pas encore de réponse favorable par rapport à cette main tendue. Est-ce que ça ne complique pas un tout petit peu ce dialogue-là par rapport à Kidal, ou bien est-ce que vous pensez qu'il n'est jamais trop tard, qu'on peut peut-être se rattraper plus tard? Bon, par rapport à la question, il faudrait avoir plusieurs lectures. La première lecture aujourd'hui, c'est qu'on est dans la phase de la finalisation
du document qu'on a appelé Charte pour la paix et la réconciliation. Il a fait allusion. Et moi, je crois que de mon point de vue, c'est que le nord du Mali, Kidal, quand même, c'est la symbolique de toutes les revendications, de toutes les crises, qu'elles soient des crises de rébellion, des crises politiques, ou des crises communautaires, ou des crises insurrectionnelles. À cet effet, le dialogue dont il parle, selon toujours ma lecture, c'est qu'en 2024, il y a eu le dialogue intermalien avec plusieurs recommandations, parmi lesquelles la question du dialogue doctrinal avec son contenu et l'implication éventuelle des oulémas, des érudits et des sachants. Et je pense qu'il y a eu 2 recommandations et aujourd'hui, nous attendons en tout cas les Maliens qui étaient dans ce dialogue. Je pense que la charte va prendre en compte cette question du dialogue et puis mettre en action ceux qui ont la capacité. Et là, je pense que c'est une très bonne initiative si c'est dans ce sens. Et aussi, je dois vous dire que cette question du dialogue doctrinal, moi j'ai eu la chance de le présenter avec l'appui du ministre Zéné Moulaye qui est ministre conseiller du président, qui m'a sollicité un collaborateur. Et je l'ai présenté dans sa commission et aussi dans la commission sécurité dirigée par le général Ismaël Assisi. Donc à cet effet, ce dialogue est nécessaire. Pourquoi? Parce que notre pays a des supports, a des outils, non seulement du passé, c'est-à-dire je parle de l'islam, c'est-à-dire depuis le Tariq el-Soudan, le Tariq el-Fatah, en passant par Toubouctou, en passant par la Dina du Massina, en passant Samori Touré, en passant par les érudits de la boucle du Niger, en passant par les descendants de Sekou Amadou, en passant par les Kunta et en passant par les descendants de Sekou Salah, j'en oublie. Je crois qu'on a la capacité de dépasser cette crise et de trouver un corpus, comme l'a fait la Mauritanie, et que franchement, pour une fois, on appelle ceux qui sont dans l'insurrection et qu'on les montre que le Mali est une république, mais on a besoin de définir les cadres, par exemple de l'islam, sur la base du Coran et du Hadith, sur la base aussi de ce qu'eux-mêmes réclament, le djihad. Donc il y a tout un contour, un corpus qu'il faut analyser et je pense que dans une république, il est possible aujourd'hui de le faire avec les outils, les éléments d'analyse et nous avons des compétences spirituelles, des compétences religieuses et des légitimités traditionnelles pour soutenir ce mouvement. Donc vous pensez que le retrait de ceux qui ont signé l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, leur retrait n'est pas irréversible, on peut garder espoir, on peut les ramener autour de la table de la nouvelle charte? Je pense qu'on peut les ramener, parce que vous savez, il y a eu un moment de notre histoire de rupture, de conflit. Aujourd'hui nous avons des questions essentielles comme la radicalisation, les violences et surtout la question de l'insécurité. Donc pour l'intérêt de la nation, moi je suis convaincu qu'il y a des leaders dans notre pays, il y a des sommités dans notre pays, il y a des érudits dans notre pays, il y a des familles dans notre pays qui ont la capacité de parler à ces gens. Il y en a qui sont à l'intérieur, il y en a qui sont à l'extérieur, et puis il faut faire aussi appel à des expériences comme je l'ai développé tout à l'heure en Mauritanie. Il est possible qu'on puisse appeler les gens du Front de Libération de l'Azawad aujourd'hui, qui étaient avec l'État, mais qui l'ont rompu, en revenant à un dialogue, il est aussi possible même de discuter avec Koufa et avec Yad, avec des outils. Ok, on va revenir à ce dialogue, le projet de charte pour la paix et la réconciliation, mais juste vous rappeler qu'en marge de cette visite à Kidal, le ministre de la Défense qui a accordé une interview à la presse dans le cadre de Malikura Tassira 3, une interview dont la date de diffusion sera donc annoncée par la télévision nationale. Nous profitons de ce passage à Kidal pour saluer voilà, beaucoup de personnes qui vous suivent sur le débat du dimanche, le commandant Tangara de la gendarmerie, M. Ouedraogo du gouvernorat de Kidal, une mention également à notre confrère Sidi El-Baka, le directeur de la région Sachon RTM de Kidal, et puis tous ceux qui nous suivent dans la 8e région administrative du Mali. Le débat du dimanche, le deuxième sujet, on en parlait, c'est ce dialogue inter-malien dont le projet est donc en cours de finalisation, la nouvelle charte pour la paix et la réconciliation nationale. Professeur Alou Agouzoum, est-ce que vous pensez que ce nouveau document peut peut-être nous faire éviter les erreurs de l'APR en l'occurrence? Je pense qu'effectivement ce document peut nous aider à éviter les erreurs
et puis à nous projeter dans le futur. Ça a été dit tout à l'heure. Je crois qu'il ne faut pas qu'on se trompe de cibles. Notre problème, ce n'est pas un problème de rébellion ou d'insurrection. Pour le moment, nous avons un problème plus grave, qui est celui du terrorisme. Et c'est pourquoi le ministre parlait tout à l'heure de linge sale. Je crois qu'après avoir évacué la question du terrorisme, c'est là qu'il y aura cette question du linge qui doit se laver en famille. Et ce linge qui doit se laver en famille, je pense très bien que ce document-là, je rappelle juste si vous l'acceptez, oui, quelques points qu'il dégage: le retour à la paix et réinsertion socio-économique, dialogue, paix et prévention des conflits, justice sociale et inclusion, éducation civique et culturelle, gouvernance locale et administration de proximité, sécurité et lutte contre l'extrémisme. Voilà 6 points qui jalonnent ce document-là, qui n'est pas encore final. Donc je pense que ces éléments-là sont des éléments qui peuvent bel et bien nous aider à trouver notre chemin et pour éviter les erreurs du passé. Oui, docteur Touré, en termes de contexte, est-ce qu'on peut dire que c'est un contexte favorable au Mali? 2015, on le dit, 2015 a été signé sur la base du rapport de force consécutif à la visite ratée de mai 2014. C'est sur ce rapport de force qu'on est allé à l'accord. 2025, le contexte il a changé. Est-ce que, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport au décontexte? Comme tu l'as si bien souligné, le contexte a changé. Autrement dit, qui veut la paix prépare la guerre. Donc cet aspect quand même nous a beaucoup échappé au Mali. Compte tenu des rapports de force, vu l'escalade des violences, des crises, des crises aussi, ce qu'on appelle aussi les destructions, les tueries, par exemple le bateau de Tombouctou, brûlé, où de plus de 400 personnes brûlées vives. Donc ça veut dire qu'on a besoin qu'on se retrouve entre Maliens, mais il y a réconciliation, il y a forcément réhabilitation et justice. Donc nous, en tant qu'un Malien, nous souhaitons que tous les Maliens viennent à la table de négociation et que les Maliens sincères reviennent à la République. Les discussions sont déjà lancées, la main tendue est là, mais nous souhaitons que justice, paix, mais aussi réhabilitation et aussi justice, et aussi que la prise en compte des victimes soit réhabilitée. Et aussi, dans ce contexte, nous n'avons pas d'objection, mais que les uns et les autres reviennent vers le Mali. Et de ce point de vue, je suis adepte de ce principe que seul l'État a le droit de porter les armes. C'est-à-dire que seul l'État a le droit de porter l'arme. Veut dire quoi? Il y a les prérogatives de l'État qu'on ne doit pas en discuter. Donc c'est pour dire qu'à ce jour, heureusement, le contexte a fortement avancé. Et nous sommes dans une position où l'État a compris qu'on doit être en position de force d'abord pour sauvegarder l'unité nationale. Maintenant, si l'unité nationale est sauvegardée, il faut aller vers la paix à travers la médiation politique et communautaire, à travers ce qu'on appelle les positions, les besoins et les intérêts. Donc forcément, l'appel va être lancé, mais l'appel aussi doit être encadré pour qu'on ne revienne plus sur les mêmes faits. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'appel soit une culture d'impunité. Il faut que justice et réconciliation soient faites. Par exemple, pour nous, le bateau de Tombouctou nous tient vraiment à cœur. Oui, Monsieur Ba, l'accord issu du processus d'Alger signé en 2 étapes en 2015 avec l'accompagnement de la communauté internationale, les Nations Unies, l'organisation de la conférence islamique, voilà, avec le monde entier. Mais 10 ans après, on est en train d'aller vers une nouvelle charte. Mais sans toutes ces forces extérieures-là, avec que le Mali, en termes de contexte 10 ans après, qu'est-ce qui a lieu de retenir? En quoi le contexte actuel peut être favorable pour une paix vraie et définitive? Merci beaucoup. Le contexte, il est lié aujourd'hui à la géopolitique actuelle, des menaces et des crises multiformes. Mais vous savez qu'un État, c'est vraiment des dimensions sociales, des dimensions sociologiques, des dimensions communautaires. Et si vous voyez aujourd'hui le Mali, on a besoin quand même de paix. On a besoin que les fils et les filles se parlent. Pourquoi? Parce que y a des revendications qui ont été faites. C'est vrai qu'il y a eu l'accord de 2015. L'accord à lui-même, moi je crois que ce n'est pas le problème, l'accord, mais c'est plutôt peut-être les interprétations
liées à certaines parties de l'accord, comme la police territoriale, comme les questions liées au mode d'élection à suffrage direct et indirect. Du président de l'Assemblée régionale. Exactement, les questions aussi de gouvernance de ces régions. Je crois qu'il y a eu beaucoup de quiproquos et l'accord a été arrêté. Mais aujourd'hui, il va falloir proposer quelque chose. On a suivi un peu ce dialogue intermalien dont il a fait allusion. On a suivi, parce que moi-même personnellement, j'étais là-bas, j'ai fait allusion tout de suite à ma présentation sur la question doctrinale. En tout cas, on a besoin de rassembler les Maliens par une forme de dialogue qui va être attractive. D'un côté, il faut que toutes les forces vives de la nation se reconnaissent dans ce dialogue et dans cet accord-là qui va être finalisé dans les jours à venir. Et je crois bien qu'il a été finalisé d'ailleurs, il a été remis au président il y a quelques jours. Et il va falloir aussi que ceux qui sont considérés tout à l'heure comme égarés ou bien comme perdus quelque part, on les sensibilise parce qu'il est difficile de mettre en place un système de mise en œuvre d'un accord et dans la pratique sans que des belligérants ne sortent. Ça, c'est très difficile. Donc, s'ils n'ont pas été là au départ, ça veut dire quoi? Il faudrait en tout cas, après, je dis bien en amont et en aval, les appeler à travers des médiateurs, les amener à s'insérer, à comprendre que ce n'est pas les armes, mais que c'est le dialogue. Et qu'on reconnaisse peut-être l'identité de certaines communautés, qu'on reconnaisse aussi leurs capacités et leur rôle pour la République, qu'on reconnaisse aussi la cohésion nationale. Je pense que c'est ça les grands défis de cet accord. Et puis la question de la justice transitionnelle. D'accord. On va ouvrir une parenthèse justement avec vous, voilà. Si vous avez travaillé sur le dialogue doctrinal. Exactement. Vous pensez que le Mali peut s'inspirer des exemples de la Mauritanie et de l'Algérie après la décennie noire. Mais dites, pour nos téléspectateurs, pour le citoyen lambda, c'est quoi ce dialogue doctrinal? En quoi est-ce qu'il consiste? Bon, le dialogue doctrinal, c'est tout juste un débat de déconstruction du discours radical, la réalité. C'est-à-dire, vous savez, dans cette question, le fondement, c'est-à-dire essentiel des revendications de certains groupes, surtout qui se disent religieux, c'est vraiment l'application peut-être de la charia, c'est des questions liées à ce qu'on appelle le nganima, c'est-à-dire les butins de guerre, c'est aussi l'application aussi des djihad. Alors que dans la religion, il y a quand même des préceptes, il y a des règles, il y a aussi des positions définies par le Coran et le hadith. Donc le dialogue doctrinal, c'est un dialogue de déconstruction du radicalisme. Il n'est pas normal que dans un pays républicain, dans un pays, dans un état de droit, que des gens partent par la violence pour pouvoir atteindre leurs objectifs, surtout si les religieux. Donc c'est une question vraiment essentielle. Il s'agit d'amener les gens à retourner, en tout cas dans leur esprit, qui pensent qu'il faut la force, que c'est dans la République, dans l'état de droit, dans la gouvernance, dans la décentralisation et dans la gestion consensuelle du pays. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la Mauritanie a mis en place en 2010 ce processus. En tout cas, ça a marché jusque-là, même s'il y a aussi des négociations qui ont été menées. Et après, l'Algérie aussi a défini. Donc le dialogue, il repose sur quel point? Il repose d'abord sur ce qu'on appelle des projets structurants. Il faudrait qu'on amène des jeunes vraiment radicalisés à revenir à un état normal dans la République. Il faudrait aussi de la réédition. Donc ceux qui vont accepter de déployer les armes, il faudrait les trouver des projets structurants. Troisièmement, il faudrait aussi définir un islam avec des érudits, avec des règles, pour que ces gens restent dans la République. Donc voilà un petit peu le fondement, ce que je peux appeler la constitution ou bien la substance de ce dialogue qui peut être mené vraiment avec les érudits et les ulémas. D'accord, on va revenir vers vous. Docteur Touré, il y a d'aucuns également qui disent que le dialogue intermalien, que ça ne devrait pas commencer à partir de 2015-2025, mais que ça devrait commencer depuis la période des indépendances, avant l'indépendance ou même à partir de l'indépendance, parce qu'il semble y avoir beaucoup de brimades. Est-ce que en termes de méthodologie, on peut dire que ça va plomber un peu la chose, ou est-ce que voilà, il faut mettre le tout dans un même sac? Bon, en réalité, il y a eu des erreurs parce que généralement, en termes de résolution de conflits, dès qu'il y a une médiation, c'est-à-dire qu'il y aura toutes sortes de problèmes. C'est-à-dire qu'on aurait dû commencer par le malien d'abord, le dialogue intermalien directement. Que certains soient parrains ou bien certains soient médiateurs, ce qui certainement a eu gain de cause par rapport aux échecs. Mais j'estime que là où on est en ce moment, je pense que ceux qui ont élaboré la charte pour la paix et la conciliation, deuxième version, parce qu'il y a eu une première tentative en 2017 avec Soubeka. Donc cette charte aussi a été rejetée par la CEMA à son temps. Donc la deuxième charte qui est en cours, je pense que cette charte aussi est une opportunité pour nous Maliens de corriger les erreurs
et d'offrir des opportunités. Mais la question même de la commission de la rédaction, je pense que toutes les communautés se retrouvent dans la commission de rédaction. Maintenant, c'est la mise en œuvre où certainement les belligérants étant absents, ça pose une question où est-ce que les résultats seront atteints. Donc cela veut dire qu'il faudrait que l'État transcende cette question d'absence des belligérants pour qu'on puisse aller de l'avant. Cela veut dire quoi? Il ne faudrait pas que l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali soit pris en otage par les absents. Donc il faudrait que... On n'a jamais vu dans un État où des individus prennent en question l'État. C'est-à-dire que tout individu a pour obligation de se soumettre à l'État. Donc il ne faudrait pas que les absents, ils ne sont pas là, ils sont absents. L'État a fait appel. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il fallait bloquer ou il faut. Donc il faut que l'État avance dans ce qu'on appelle la reconstruction d'un Mali uni, fort et prospère, où le système de défense est à un niveau supérieur. Parce qu'on a l'habitude de qui veut la paix prépare la guerre. Donc forcément, à un moment donné, tôt ou tard, ils auront leur capacité intérieure qui va certainement les pousser à revenir vers le Mali. Oui, on parle de l'accord de 2015, mais professeur également, avant 2015, il y a aussi les accords préliminaires de Ouagadougou, de juin 2013, qui ont même permis la tenue de l'élection présidentielle sur toute l'étendue du territoire national. Certains vont également dire que le projet de nouvelle charte, le projet final doit être aussi la synthèse de tous les accords qui ont eu lieu au Mali depuis Tamanrasset, depuis le pacte national, depuis l'accord de 2006. Est-ce que c'est faisable, faire la synthèse, les échecs, les insuffisances des accords précédents pour que cette fois-ci soit véritablement la bonne? Je ne sais pas si Tangara me pose une question piège pour voir exactement ce que je pense. Mais pas piège. Mais honnêtement, je pense... moi, j'étais à l'Académie malienne des langues. D'accord. Et j'ai traduit en tamashek ces différents accords. Avant d'aller à l'université, j'étais à l'Académie malienne des langues. Donc, en tamashek, j'ai compris un peu le contenu de ces accords-là. Mais en fait, moi, je pense qu'il n'y a jamais eu un véritable accord au Mali. Si c'est ce que vous voulez que je dise, je ne pense pas qu'il y ait eu un véritable accord au Mali. Et on le sait, depuis que nous on était au lycée, on entendait accord par-ci, par-là. C'est-à-dire je regroupe 2 ou 3 personnes, je prends quelques armes, je viens voir, je négocie avec les autorités, je brûle un peu les quelques armes, on dit que c'est un accord, on fait des accords avec des individus. Et parce qu'on ignore aussi la réalité du Nord. La réalité du Nord, c'est que c'est une société stratifiée. Fortement stratifié, ce n'est pas comme ici où effectivement il y a une sorte de stratification, mais stable, connue, des générations qui ne changent pas. Or au Nord, on a une sorte de stratification qui à un moment donné a été voulue par certaines personnes pour dominer d'autres. Et donc du coup, quand vous allez vous entendre avec M. Ba, parce qu'aujourd'hui il est le plus fort, demain c'est moi qui suis le plus fort, je vais venir mettre en cause ce que vous avez signé avec Ba. Voilà, pour caricaturer si vous voulez, les schémas dans lesquels on était depuis des années. On n'a jamais été dans un vrai accord. C'était des accords des vainqueurs. C'était des accords, soit des vainqueurs ou des plus malins, ou je ne sais pas comment vous voulez l'appeler. En parlant de l'accord d'Alger, cet accord-là, contrairement à Ba, je pense que c'est cet accord qui est un problème. Parce que non seulement les populations lambda ne comprenaient rien. Moi, je l'ai traduit en tamashek, et les populations qui le lisaient en tamashek ne comprenaient pas le retour qui nous a été, parce que j'étais le chef de département chargé de la recherche à la Malan, donc je sais ce que c'est sur ce point. Les autorités de l'époque aussi, on savait très bien que ces autorités nous disaient pratiquement, comme si on nous disait, nous avions signé cet accord, le couteau à la gorge. Donc du coup, l'accord avait un problème. Au niveau des autorités qui pensaient que c'est un accord imposé, au niveau des populations qui ne se retrouvaient pas dans le contenu de cet accord. Maintenant, là où le document dont on parle aujourd'hui a sa valeur ajoutée, c'est par rapport aux autres accords qu'on a connus, c'est que ces documents-là relèvent des questions essentielles. La première question, comment assurer la représentativité équitable de différentes communautés? C'est dont j'ai parlé tout de suite d'une société stratifiée, où on va aller dans une région, on va une communauté, on pense que bon, c'est Ba qui aujourd'hui, excusez-moi Ba de prendre votre exemple, vous êtes au plateau, et puis voilà, ça peut être à Gouzoum. On pense que c'est à Gouzoum aujourd'hui qui est le prince du jour, et l'État
signe un accord avec lui, oubliant les autres communautés. Et les textes actuels posent cette problématique, nous dit comment assurer la représentativité équitable des différentes communautés. Et la deuxième question, quelle est la place réelle des femmes et des jeunes dans les mécanismes traditionnels et résolution de conflits? C'est jamais été dit. Quelle est la place des femmes? Surtout pour la communauté tamashek, sachant que dans ce milieu-là, ce n'est pas, contrairement à ce que l'on pense, ce n'est pas l'homme. C'est la femme qui dirige en réalité. Et quand on va faire des accords avec des hommes et laisser les femmes dans le milieu tamashek, cet accord-là, il est à détruire. Parce que les femmes n'ont pas été consultées. Le troisième, quel obstacle freine l'institutionnalisation d'une journée nationale du pardon? Ça, c'est des questions. Et le pardon, c'est quand on dit sur le cœur, tout ce que... C'est pas excuse, c'est le pardon. Ça veut dire que j'oublie. J'oublie. C'est ça le pardon. Et le seul qui nous a donné l'exemple du pardon, c'est bien sûr Dieu. Parlait-il de suite du fait que dans l'accord d'Alger des interprétations. Mais écoutez, même les textes religieux ont été sujets d'interprétation. À plus forte raison, un accord. Donc ce n'est pas un problème d'interprétation, c'est un problème de contenu. La quatrième, c'est comment articuler les cadres traditionnels de résolution de conflits avec les dispositifs étatiques. Ça n'a jamais été fait. Et aujourd'hui, on en parle. Et le cinquième, le dialogue avec les mouvements armés maliens est-il inclusif et transparent pour toutes les parties? D'accord. Voilà. Ok. Monsieur Ba, je me tourne vers vous. Peut-être d'autres défis pour le projet de charte, ça va être comment sortir de l'amalgame, parce qu'il y a trop d'amalgame, que ce soit par rapport à la communauté tamashek, par rapport à la communauté peul. Comment inclure tout cela dans un document pour que ça puisse vraiment ressembler à la cohésion, à l'aspect pacifique du vivre ensemble au niveau du Mali? Ah là, ça c'est un travail de temps. Vous savez que quelqu'un a dit le génie est une longue patience. Les gens patients sont des génies. Ça veut dire quoi? Et tout à l'heure, mon collègue frère, professeur, il parlait des difficultés. C'est vrai, parce que c'est un accord jeune aussi, mais il y a beaucoup de difficultés. C'est dans la pratique, dans l'exercice. Et nous sommes dans des sociétés complexes. Il a parlé de sociétés stratifiées. Mais c'est difficile, même si on va dans des processus de gouvernance avancée. Quelle que soit la capacité du produit, c'est dans la réalité qu'un accord se voit. Donc ces sociétés stratifiées ne bougeront pas en un mois, en 2 mois, en 10 ans. Donc il va falloir qu'il y ait de l'éducation civique. Ça, vraiment, on a besoin d'intensifier la pédagogie de la formation civique. On a besoin aussi d'un état de droit. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, des gens ont besoin de justice. Quand, au niveau du terrain, des procédures pendant 20 ans, 10 ans, des procédures liées à des questions de terre, à des questions de gestion des ressources naturelles, à des questions de gestion des parcours, les communautés ne vont pas se retrouver. Donc ils vont demander la justice des cadis, qui est la plus expéditive. Par exemple, il n'y a pas d'avocat où on amène les leaders, bien avant même la crise, les cadis interviennent dans la boucle du Niger, dans le centre du Mali et dans le nord du Mali, avec les Kilissouk. Donc il va falloir aussi qu'il y ait une justice équitable. Troisième point, il va falloir aussi aller dans le sens vraiment d'une éducation pour toutes les sociétés. Vous savez, dans notre société, dans le temps, l'école coranique était la base de la formation. Après, il y a ce qu'on appelle les majlis, ça veut dire la formation professionnelle. Et après, il y a ce qu'on appelle les AUA, ça veut dire les discussions, les connaissances au niveau de certains centres. Tout ça, ça a disparu. Donc, il faudrait qu'on crée un corpus pratique. Ce n'est pas seulement dire il faut qu'on vous mette ensemble. Les sociétés ne seront jamais ensemble parce qu'il y a quand même des nivellements de sociétés. À Kidal, par exemple, les Iforas, ils ont le pouvoir, ils gèrent, mais en termes de nombre, les Émirats sont plus nombreux qu'eux. Mais quand vous regardez les alliances, ça fait que quelquefois c'est difficile. Donc il va falloir prendre en compte ces questions de justice, ces questions de société, ces questions d'éducation, mais aussi d'équité dans notre société. Donc c'est ça qu'il faudrait mettre dans cet acte, au-delà des principes que vous énoncez. Et pour que ça puisse marcher, il faudrait aussi une pédagogie. Et qui utiliser? C'est les oulémas, qui sont vraiment un peu les élites religieuses. C'est aussi nos légitimités traditionnelles. Donc tant que ça reste encore au niveau des élites politiques, c'est-à-dire au niveau des élites militaires ou des élites sociales, c'est-à-dire au niveau de la superstructure, et qu'on ne part pas dans l'infrastructure, je dis bien, la population ne va pas lire ces accords. C'est la pédagogie qu'on va développer, c'est l'approche de discussion, et surtout c'est la confrontation des sociétés qui va amener que l'accord
va marcher sur le terrain. Oui, et la question de l'amalgame, il ne faudrait pas qu'on ait peur de l'aborder, parce qu'au Mali, hein, on voit beaucoup de choses sur les médias occidentaux, ça nous fait sourire, puisque nous sommes sereins. Il ne peut pas y avoir à se passer un certain nombre de choses au Mali. Hein. Les communautés sont imbriquées, oui. Mais même si on dit ça, il faut également qu'on ait peut-être le courage de regarder aussi cette question de l'amalgame. Oui, tout à fait. Vous savez que nous sommes dans des sociétés stratifiées, des sociétés aussi où il y a des pactes, des accords locaux entre eux, des sociétés où il y a aussi des engagements communautaires. Donc tout ça, ça se joue dans le temps. Et je crois que, moi je pense que cette question d'amalgame, elle a pris une ampleur parce qu'il n'y a pas eu de pédagogie pour former les gens. Aujourd'hui, je dis bien par rapport à cet accord qui va sortir, qu'on appelle les pactes, il va falloir qu'on le traduise en langue, il va falloir aussi que les populations discutent, il va falloir qu'il y ait des débats. Il ne faut pas qu'il y ait des élites seulement. Donc si les communautés ne l'ont pas, ça va être très difficile. Je suis d'accord avec vous, M. Tangara, que notre société, elle doit prendre en tout cas une certaine mesure par rapport aux amalgames. Ça, il faut que les gouvernants s'engagent là-dessus et qu'on mette les gens sur le même niveau. Et là, vraiment, on a besoin de ça parce que notre société aujourd'hui est en ébullition. On a vraiment besoin qu'il y ait un rôle d'arbitre et surtout éviter que les communautés se battent entre elles-mêmes. D'accord. Dernier mot avant qu'on ne passe au prochain sujet. Touré, oui, allez-y. Par rapport à l'accord 2015, moi j'ai vu une erreur. L'erreur principale était qu'on était avec un accord de paix armé. C'est-à-dire que c'était un semblant d'accord parce qu'on ne peut pas avoir un accord de paix armé. L'accord était signé, les gens étaient armés, donc c'était très difficile d'aboutir à la paix. Deuxième défi aussi, c'était le défi... Les gens étaient armés, pourtant il y avait une feuille de route. Hein, oui, voilà. Parce que à travers lequel tout le monde devait être désarmé. Désarmé, mais c'est-à-dire que l'un des principes de base d'un accord, les étapes préliminaires, il ne faut pas avoir un accord de paix armé. C'est-à-dire que quand les gens ne se désarment pas, c'est qu'il y a un manque de confiance. Donc ça, il y a un manque de confiance. Forcément, les uns vont se renforcer au fur et à mesure, prendre du temps pour ne plus respecter l'accord. Donc nous avons vu les étapes, plus on avance, plus on a tendance à avoir des difficultés d'application. Maintenant, ce que je pourrais dire aussi, dans la charte qui est en cours, la charte a la chance pour moi de résoudre définitivement toutes les velléités. Depuis 1963 jusqu'en 2025, il y a toujours des problèmes. Donc la charte devait avoir pour rôle essentiel de ramener l'ensemble des fils sans distinction, aucune, sans religion. Donc c'est-à-dire qu'il faudrait que nous-mêmes Maliens, on fournisse l'effort d'aller vers la paix. Parce que sans paix, il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'éthique. Forcément, il faut que les uns les écoutent, les uns s'écoutent et surtout qu'on mette l'accent sur le pardon et sur l'écoute active aussi. Rapidement, moi je rebondis sur la question d'éducation. Je suis tout à fait d'accord avec M. Ba qu'il faut éduquer les gens. C'est-à-dire à niveau de l'école, il faut déjà éduquer les enfants et que les enfants grandissent avec ces éléments-là. Et la charte, effectivement, prend cela en compte. Ça fait partie des principes que j'ai énoncés. Je m'en vais pour dire aussi, les principes que j'ai énoncés ne sont pas des principes que moi j'ai amenés, c'est des principes sortis de cette charte-là, de ce projet-là. En fait, c'est juste, je ne fais que reprendre ce qui est dit dedans. Maintenant, le dernier point, c'est sur le point de l'amalgame. C'est très important et je suis heureux que vous puissiez poser cette question-là. Imaginez-vous, moi, mes enfants, quand ils sortent à Bamako, on dit rebelle. Moi, je ne suis jamais rebellé. Bien que je suis rebelle dans l'âme, en fait, par rapport aux attitudes, je me révolte facilement par rapport à certaines choses. C'est pourquoi je dis je suis rebelle dans l'âme. Mais je ne suis jamais rebellé, je n'ai jamais pris des armes. Mais ça me fait mal que mes enfants soient taxés de rebelles. Vous voyez, parce qu'ils portent Wadat. Donc je crois qu'il est bon qu'on parle effectivement de cette question-là. Et maintenant que les gens sont dans le djihadisme, qu'est-ce qu'on va dire? On ne va pas dire rebelle, on va dire djihadiste. Vous voyez, c'est frustrant. Il faudrait qu'on sorte de cela et qu'on comprenne que n'importe qui peut se rebeller et qu'on comprenne que n'importe qui peut être djihadiste, qu'il soit touareg, qu'il soit arabe ou qui qu'il soit. Donc ce n'est pas une histoire d'ethnie. Et effectivement, l'Occident, c'est ce condiment-là que l'Occident veut nous vendre pour nous dire que nous sommes en réalité des ethnies divisées, ceci ou cela. Et cet ingrédient-là, malheureusement, n'est jamais prêt à prendre au Mali. Il a pris ailleurs, mais ici, pour le moment, les ingrédients ne sont pas réunis pour qu'il puisse prendre. Mais c'est à l'État, effectivement, de travailler, et même peut-être à l'école, pour dire aux enfants, attention, votre camarade qui est Peul, votre camarade qui est Touareg, votre camarade qui est Sénofo ou autre, vous êtes un. Le dimanche passé, j'ai parlé ici d'un fonds culturel africain. C'est aussi un fonds culturel malien. Moi, je ne parle pas Bambara. Mais je vous assure, j'étais en France, à Toulouse, en 2005.
Là, quand j'ai fait un mois, sans entendre un mot Bambara ou autre, j'écoutais comme ça un mot Sangaré, je me suis rendu compte, j'étais en train de pleurer. Je me dis, mais qu'est-ce qui me prend? Et pourtant, je ne parle pas Bambara. C'est ça le fond culturel malien. Il est dans tous les Maliens. D'accord. Je voudrais finir par ça. Ok, dernière question là-dessus. Monsieur Ba, peut-être l'inquiétude, c'est qu'un accord, on ne le signe pas avec un fauteur de paix. Par exemple, Touré et Hague sont en blanc, voilà, c'est la paix, mais un accord, on le signe avec les fauteurs de troubles. Ils seront peut-être pas là, peut-être. Est-ce que c'est définitif? Comment les ramener? Ou bien est-ce que vous pensez que c'est juste un rêve du rêve qui ne pourrait pas se réaliser? L'accord, c'est avec les fauteurs de troubles. Oui, mais vous avez déjà posé cette question il y a quelques minutes. Ouais. Moi, je crois qu'avec une volonté politique d'un État engagé, un État stratège, il est possible de ramener... Aujourd'hui, on est en train de parler de l'AKP qui va se être désarmé. En Turquie, là, des gens... Pardon, pas l'AKP, mais les Kurdes... Les PKK, pardon, qui va être désarmé et complètement dissous. Et je crois que dans le génie des nations, avec l'intelligence... Je dis bien, notre héritage socio-culturel, nous avons la capacité d'amener les fils du pays, même si quelquefois certains sont égarés. Il y en a aussi qui sont frustrés. Donc ça, c'est un travail qui va se faire avec la société malienne, avec des acteurs maliens. Ça, c'est un. Deuxièmement, il ne s'agit pas seulement de ramener, il va falloir qu'on trouve aussi des codes, des cadres de gestion qui doivent être respectés et par la superstructure, ça veut dire le gouvernement, et aussi par l'infrastructure, ça veut dire la société. Donc si les codes sont respectés, si les normes et les règles sont respectées, je crois bien qu'on va lutter contre les rébellions et contre aussi toutes sortes de mouvements irrédentistes. Voilà, ce serait le vœu de l'ensemble des Maliens. Dernier sujet de ce débat du dimanche, nous allons faire un tour de table sur cette tribune publiée par des intellectuels. Docteur Touré, ils appellent à la sauvegarde de la République, de la démocratie. Vous êtes universitaire. Avant le début de l'émission, je vous taquinais si vous aviez signé la tribune. Voilà. Vous en pensez quoi? Bon, moi je pense que est-ce que cette tribune était opportune? C'est-à-dire pour moi c'est des risques de polarisation, des risques où certains qui sont contre la nation, contre le Mali peuvent ou pourront utiliser cette tribune à des fins de déstabilisation. C'est-à-dire les motivations réelles, est-ce que c'est pas des fins politiques? J'en sais pas, mais dans tous les cas la situation est vraiment tendue dans un contexte où on a besoin plus d'action que des critiques. On a besoin de solutions, on a besoin de propositions. Donc pour moi, c'est un cas où cette tribune pourrait jeter de l'huile sur le feu plutôt que de l'éteindre. Mais ils ont exprimé leur point de vue par rapport à la marche du pays en tant qu'université, en tant qu'intellectuel. Professeur Hague, la tribune? Oui, moi je pense que la tribune, moi j'ai pris les textes, j'ai appliqué une analyse sur les textes et j'ai vu qu'il ressort dans les textes un contexte de la nature du document, une prise de position collective des acteurs, et puis les textes s'inscrivent dans un cadre d'alerte citoyenne, et puis le texte est rédigé dans une tonalité ferme, et puis engagé et argumenté juridiquement et politiquement. Mais il y a des thématiques, je ne vais pas peut-être avoir le temps de développer tout cela. Et juste sur le plan juridique, les textes aussi s'appuient sur des textes, la déclaration des droits de l'homme, le pacte international relatif aux droits civils, il y a la charte africaine, il y a la constitution du 22 juillet, mais il n'y a pas la charte de transition. Ça m'a tiqué. Et après, maintenant, je me suis posé la question, c'est des intellectuels, ils sont dans leurs droits. Des anciens ministres, des professeurs, enseignants, chercheurs, et puis des administrateurs, ils ont de l'expérience. Certainement, ils veulent mettre cette expérience à l'État pour que l'État puisse se corriger. Je suis tout à fait d'accord. Mais le problème qui se pose, est-ce que cet acte-là ne serait pas une frontière? Quelle est la frontière entre cet acte et l'acte politique? Est-ce que ces chercheurs-là ou ces intellectuels vont rester sur ces
cas qui est une alerte citoyenne, ou franchir pour aller maintenant vers un pas politique. Je crois que la frontière est fragile à ce niveau. Et la question reste posée. En tout cas, nous avons tenté d'avoir sur notre plateau certains signataires de cette tribune, des intellectuels, des orateurs. Souvent, il y a beaucoup de clients qui passent sur ce plateau-là. Mais pour aujourd'hui, ils ont dit préférer observer, donc ils ne seront pas là pour décrypter, pour porter le contre-argument à Dr Touré. Voilà, vous, M. Ba, la tribune, vous l'avez lu certainement. Qu'est-ce que vous pouvez en penser? Bon, vous savez que c'est dans la discussion qu'il jaillit la lumière. Moi, je crois qu'une société qui se développe est une société qui bouge, quelles que soient les contradictions sociales. Souvenez-vous qu'en 1991, il y a eu des actions au Mali qui ont conduit à des morts pour la lutte de la démocratie. La lutte contre Moussa Traoré, c'était le pluralisme politique. De deux, l'ouverture vers une société de droit, une société décentralisée et une gouvernance vertueuse. On a fait plusieurs années et entre-temps, il y a eu d'autres événements. Moi, je crois qu'après une telle immersion, il est difficile aujourd'hui d'amener les gens dans la pensée unique. C'est très difficile. Ça veut dire quoi? Moi, je crois que lorsque des intellectuels s'engagent, des intellectuels de différents bords s'engagent avec des idées, il faut voir leur contenu et voir aussi, au-delà du texte, quelle va être la pratique que le texte va donner. Ça, c'est un. Deuxièmement, M. Tangara, moi, je pense que je ne suis pas tellement d'accord avec mes deux co-débatteurs. Pourquoi? Parce que il ne faut pas voir derrière ça une autre intention. C'est leur vision. Maintenant, moi, je pense qu'il faut élargir au-delà des questions de liberté, les questions de sécurité, qu'il faut toucher là-dedans. Parce que notre pays, aujourd'hui, est victime d'une crise sécuritaire multidimensionnelle complexe. Et troisièmement aussi, aller à des initiatives de formation et d'éducation. Ces gens, on peut les appeler. Ils sont des universitaires, ils ont des diplômes, ils ont la capacité aussi d'aider le pays. Donc moi je crois que c'est le nombre peut-être qu'il faut voir et puis la dimension de cette tribune pour qu'on voit est-ce que d'autres acteurs ne vont pas les rejoindre. Moi je pense que ce n'est pas mauvais. La contradiction permet de créer des dynamiques de discussion. Ça permet aussi vraiment d'avoir des idées ouvertes. Ça permet aussi de créer des réflexions comme l'a dit Montesquieu dans l'esprit de loi. C'est-à-dire que c'est la loi qui est appliquée qui permet de limiter la loi qui n'est non appliquée. Oui, voilà docteur Touré, les tribunes valent mieux que jeter la pierre du grabuge ou bien brûler des pneus quand même. Oui, les tribunes valent mieux que tout ça, non? Bon, ça que Bam m'a pas bien. J'ai dit, les risques est là. La tribune peut avoir des risques d'être instrumentalisée à des fins politiques. Ça, c'est ma compréhension des choses. Et là où nous sommes, est-ce qu'on a besoin de cette tribune vu le contexte? Le contexte dans lequel le Mali se situe, on a besoin plus d'un contexte de stabilité, d'un contexte d'union, pas un contexte de polarisation. C'est leur droit, c'est leur vision. Mais cette vision, pour moi, peuvent avoir des germes d'instrumentalisation de ceux qui sont contre la transition. Parce qu'on l'a déjà vu, et certains commencent déjà à utiliser pour défendre. Parce que là où on en est, parce que j'ai l'impression que ceux qui ne sont pas au nord ne comprennent pas ce qui se passe à Bamako. Parce qu'à Bamako, on a tendance à généraliser, à centraliser le Mali, à partir que Bamako ne fait pas le Mali. Le Mali, c'est Tombouctou qui est là où nous sommes. Nous avons besoin plus de stabilité, plus d'employabilité, plus de développement, plus d'ouverture. Quand vous partez à Tombouctou, quelles vont être les priorités? On va te parler de la route, on va te parler de l'inondation des champs. Vous savez que les priorités diffèrent. Les intellectuels doivent contribuer à ce que l'État marche bien. Mais je pense que cette tribune, pour moi, personnellement, peuvent avoir des fins d'instrumentalisation par d'autres. Parce qu'ils peuvent faire de bonnes volontés, mais l'utilisation compte beaucoup. Oui, professeur, on a souvent reproché aux intellectuels d'être absents, les universitaires d'être absents du débat. Il y a 2 semaines, ceux qui voulaient aller au Palais de la Culture ou bien sur le boulevard de l'Indépendance, on leur a dit que le contexte ne s'y prête pas. Ok, d'accord, mais dès lors qu'ils essaient d'écrire, là, je ne comprends pas les arguments de Dr Touré de ce point de vue-là. Permettez-moi de préciser ma pensée avant de parler de la question d'intellectuel. Moi, j'ai juste analysé. À partir de l'analyse, je me suis posé des questions. C'est des questions. La première question, je vais la reprendre parce que j'ai compris que M. Ba n'a pas compris, comme il n'a pas compris aussi M. Touré. Les signataires se limiteront-ils à leur posture d'intellectuel ou envisagent-ils un engagement politique actif? Tant qu'ils restent dans leur posture d'intellectuel,
moi je ne vois aucun problème, parce que je suis dans ce cadre-là. Mais quand ils vont passer de cette frontière pour aller dans le cadre politique actif, c'est autre chose. C'est pourquoi cette question interroge la frontière entre la parole citoyenne éclairée et l'entrée dans l'arène politique. La deuxième question que je me pose, quel niveau de dialogue ou de rupture entretient-il actuellement avec les autorités de la transition? Est-ce que par le passé, ces signataires-là avaient entretenu un dialogue avec la transition, ou bien il y a eu une rupture donnée? Je me pose cette question. Donc l'efficacité de leur appel dépend aussi de leur capacité à maintenir leurs canaux d'échange ou à assumer une rupture franche avec le pouvoir actuel. La troisième, c'est la tribune marque-t-elle le début d'un mouvement plus large de contestation structurée? Et la quatrième, cette sortie publique peut-elle catalyser une mobilisation intellectuelle, civile ou politique au-delà du cercle des signataires? Je pense que l'État aussi se pose les mêmes questions. Maintenant, en parlant des intellectuels, les intellectuels se trouvent dans une position, comme on a parlé ici de politique. J'avais dit ici sur ce plateau que les intellectuels maliens ont été avilis par la politique, pas par les partis politiques. Je ne parle pas de cela, je parle de la pratique. Moi, je parle de la pratique de la politique ou la pratique de la démocratie. Je n'accuse pas les partis politiques, de la pratique malienne. Et la pratique malienne, qu'est-ce qu'elle nous montre? Si vous êtes intellectuel, vous voulez avoir un poste, venez avec nous, votez pour nous. Et donc l'intellectuel est devenu cette personne-là qui court derrière le poste aujourd'hui. D'accord. Ouais. Les Maliens lambda, je termine par ça, les Maliens lambda ne croient pas à l'intellectuel malien. Les Maliens lambda pensent que l'intellectuel malien, c'est quelqu'un qui cherche un poste, on ne le croit pas. Donc, du coup, lui-même, sa valeur est en chute, comme le cas pour les politiques. D'accord. Oui, un dernier mot rapidement, c'est la fin de l'émission. Allez-y, M. M. Merci beaucoup, cher Ag, tu as monopolisé beaucoup plus que nous. C'est pas grave. C'est-à-dire que moi, je vais te dire seulement de réfléchir sur deux pensées. Il y a Husserl qui a dit « Toute conscience est conscience de quelque chose » dans son ouvrage « Les méditations cartésiennes ». Et pourtant, Einstein nous a averti que les hommes ne se posent que les questions qu'ils peuvent résoudre. Je pense que l'appel des intellectuels fait partie de la construction des idées, de la contradiction dans les idées positives. C'est ce qui permettra à un État d'avancer. La pensée unique ne pourra pas marcher dans un pays aujourd'hui, dans la société postmoderne. C'est très difficile. D'accord. Voilà, s'il n'y a rien à dire, peut-être la fin de ce débat du dimanche que je vous remercie d'avoir suivi. Un autre clin d'œil au gouverneur de la région de Gao, le général Moussa Traoré, puisque en revenant de Kidal, on a fait escale à Gao. Voilà, le gouverneur qui transmet ses salutations à l'ensemble du panel. Hein. Et c'est une émission, les panels, vous êtes très bien suivis dans ces régions-là, Gao, Kidal, et c'est vraiment à votre actif. Merci d'avoir suivi ce débat du dimanche avec nos invités. Boubacar Ba. Boubacar Ba est chercheur au Centre d'analyse sur la gouvernance et la sécurité au Sahel. Première participation au débat du dimanche. Professeur, un passage devant le jury, mention très honorable. D'accord. Sur le plateau également, docteur Amadou Touré, universitaire. Merci, docteur. Et professeur Alou Agouzoum de l'IPI de l'Absodi. Je préfère dire que je suis là au nom de l'Absodi. C'est un laboratoire. Exactement. Ok, voilà, de l'Absodi. Merci de l'avoir suivi. À dimanche prochain sur Africa Télévision pour un autre débat du dimanche.